Et c'est parti. Salut Philippe, comment ça va? Salut Arnaud, écoute, ça va bien. Je suis ravi de pouvoir te voir aujourd'hui et de répondre enfin à toutes tes questions que je ne connais pas encore, mais que j'attends avec grande attention. Eh bien, ravi de t'avoir aujourd'hui. Ravi à tous et à toutes de nous rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast Comment lever des fonds avec sa startup. Je me posais la question de peut-être changer le nom pour un truc plus court, mais il va falloir que j'organise une session brainstorm. Si jamais les gens ils ont des idées en commentaire, n'hésitez pas. Je me dis qu'il faudrait peut-être raccourcir le nom. La mode, c'est d'avoir des noms très courts. D'ailleurs, toi, tu as un fonds d'investissement qui a un nom que j'aime beaucoup. Euh, c'est quoi ton fonds d'investissement et c'est quoi ta thèse? Alors, le fonds d'investissement s'appelle Valeureux et c'est un fonds Early Deep Tech. Écoute, je suis ravi que tu commences par le nom parce que c'est un nom qui plaît souvent ou en tout cas qui veut dire quelque chose. Et dans Valeureux, il a été construit. Alors, on peut entendre plusieurs choses. Alors, j'ai presque envie de te poser la question, toi, ce que tu entends. Tiens, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu entends quand je te dis Valeureux? Bah, moi, déjà, ce que ça m'évoque, c'est que euh, j'ai su que c'était un fonds d'investissement parce que je t'ai rencontré sur LinkedIn et qu'on a discuté. Sinon, j'avais pas du tout idée que c'était un fonds d'investissement parce que d'habitude, les fonds d'investissement, il y a toujours capital ou investissement ou alors c'est des enseignes très très connues, tu vois, comme Sequoia ou des trucs comme ça, tu vois, ou A16Z aux Ouais. States, mais du coup, sinon, c'est toujours, tu sais, un peu comme le film Le Loup de Wall Street, tu vois, c'est toujours un peu ce vieux logo avec un truc capital ou investissement. Donc, déjà, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais je savais pas que c'était un fonds d'investissement avant de discuter avec toi. Et ensuite, Ok. ce que je me suis dit, moi, quand j'ai entendu Valeureux, c'était que c'était pour des gens un peu intrépides qui aimaient les aventures complexes, mais qui récompensent. Ok. Bon, c'est super intéressant. Et alors, que ce soit effectivement pas un nom très standard, euh, c'est comme tu dis exactement une bonne et une mauvaise chose. C'est probablement pour ça que je dis souvent, quand on me demande où je bosse, je dis pas que je travaille chez Valeureux, je dis que je travaille dans un fonds Early Deep Tech Valeureux, hein, ou quand je dis le fonds d'investissement Valeureux. Donc je suis obligé un petit peu de mettre en place ce sujet-là. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir un nom un peu différent, qui est peut-être à la fois très ancien, puisque globalement c'est un nom que tout le monde connaît, c'est un adjectif que tout le monde connaît, hein, valeureux. Donc ça rapporte effectivement à l'aventure. En général, quand on est valeureux, c'est qu'on est en quête de quelque chose qui est positif, hein. On parle plutôt de, alors il y a le courage évidemment, et il y a aussi cette quête positive. Mais c'est pas que comme ça que j'ai construit le nom, et en tout cas, alors je peux te raconter comment le nom est apparu. Je vais te le dire là justement. Euh, je vais te dire pourquoi il me convient très bien. C'est parce que dans la thèse, on s'occupe de valeurs, valeur avec un S et valeur sans S. Donc valeur sans S, c'est le rendement, hein, c'est la rentabilité, c'est le patrimoine. Et valeur avec un S, c'est tout ce qu'on peut partager comme valeurs humaines autour du sujet. Et je dirais que valeur et valeureux, déjà, ça va déjà très bien ensemble. Voilà, un premier J'avais sujet. pas, j'avais pas quel jeu de mots, j'aime beaucoup. Du coup, ça fait un jeu de mots parce que j'aime bien aussi ce côté, les investisseurs qui sont honnêtes, tu sais, je suis un fonds d'investissement, donc les gens qui m'ont prêté de l'argent, ils sont là pour en gagner. Et Ah du bah coup, j'aime oui. bien aussi cette honnêteté intellectuelle. Déjà, ça commence bien. Bah, je crois que il faut jamais oublier une chose, hein, c'est que alors je sais pas tout ce qu'on aura le temps de se dire pendant le podcast. Moi, j'ai aussi travaillé du côté du non-profit, hein, de l'associatif, hein, même du fonds de dotation. Donc, je vois exactement ce que c'est être sur une partie sur laquelle on met en avant des sujets de valeur avec un S et sans avoir la même préoccupation sur la rémunération ou sur le rendement. Mais clairement, un fonds d'investissement, il faut avoir ça bien en tête. Euh, c'est un outil qui permet d'un côté à des startups d'être financées et de l'autre à des investisseurs de faire grandir leur patrimoine. Et il faut être très au clair là-dessus. Et donc je pense que le mot valeur au sens euh, multiple, au sens rentabilité, etc., il doit être au cœur du sujet. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on met un S à valeur, eh ben on peut effectivement faire au-delà ou encore plus que juste gagner de l'argent. Donc on y reviendra sur la thèse, mais ça c'est un élément. Donc euh,
juste pour terminer, je vais te dire comment le mot est apparu. C'était il y a, ouais, pas tout à fait un an peut-être. Et j'étais en train d'expliquer justement à Elliot, hein, que je salue ici, salut Elliot, Salut euh, Elliot. ce que j'étais en train de faire et ce que j'avais l'intention de faire comme fonds d'investissement. Il me regarde et me dit, ah, mais ce que tu fais, c'est valeureux. Et je me dis, tiens, et c'est un mot qui est resté avec moi un certain temps, et j'y ai finalement trouvé cette explication en deuxième intention que je te livre ici. Alors, peut-être répondre quand même à la question de la thèse. Donc, on est un fonds early deep tech. Donc, on finance des entreprises tôt dans leur développement, basées sur la science. Et je fais exprès de dire basées sur la science parce que dans les deep tech, on va avoir un niveau, un curseur, hein, qui pourrait dire ouais, c'est de la tech, mais un peu plus. Est-ce que je fais de la deep tech ou pas? Alors, j'aurais pu dire patent tech, c'est-à-dire j'aurais pu dire avec un brevet ou pas très loin. Ça donne un petit peu une nuance qui est plus proche de innovation de rupture. Alors, innovation de rupture et tôt dans le développement, c'est un positionnement un peu particulier, qui est aussi le fruit de mon histoire que je vais te raconter peut-être un petit peu après. Euh, et voilà un petit peu, je ne sais pas si c'est plus clair ou je peux donner quelques exemples d'entreprises qu'on finance. Ouais, j'aimerais bien, du coup, juste le mot deep tech, même si jamais tu as donné, donc toi c'est brevet. S'il n'y a pas de brevet, déjà, ça rentre pas dans ta thèse, j'ai l'impression que c'était pas forcément ça. Est-ce que tu pourrais nous donner deux exemples, tu vois, de startup, genre une startup deep tech que tu as financée et une qu'on aurait pu croire, mais qu'en fait, non, ça rentre pas dans ta thèse. Ah, ouais, d'accord, intéressant. Alors, une startup deep tech que j'ai financée, ben, CXS Therapeutics, qui fait du Ouais, repositionnement de médicaments dans les maladies du système nerveux central. Donc, repositionnement de médicaments, ça veut dire qu'on prend des médicaments qui sont déjà existants sur le marché, des molécules qui sont connues et qui sont déjà en usage chez l'homme, et qu'on va les utiliser dans d'autres pathologies. Et donc, ici, CXS est spécialisé dans les maladies du système nerveux central. Euh, donc là, on est clairement sur de la propriété intellectuelle, sur du brevet, on est clairement sur une méthodologie de recherche spécifique, sur des nouvelles façons d'accéder à différentes mécanistiques cellulaires, etc. Donc là, on est clairement sur la deep tech. Je dirais, on est sur une biotech qui, pour le coup, n'est pas étonnamment sur des produits innovants au sens premier du terme, mais sur une manière innovante d'utiliser des produits existants. Voilà, là, on est ok. clairement sur la deep tech. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme entreprise qui pourrait être considérée comme la deep tech et que nous, on ne financerait pas? Euh, Un dossier que tu as refusé peut-être récemment, tu vois, dans les mois qui viennent, quelqu'un qui est hmm, venu se disant, bah, tiens, je suis deep tech, et tu lui as dit, bah, désolé, pas selon mes critères à moi. ouais. Euh, ben on va être sur pas mal de SaaS sur lesquels il y a des petites couches d'IA ou parce qu'il y a un petit peu de blockchain et qu'on est reconnu deep tech parce qu'on a touché la BFTE, on considère qu'on est dans la deep tech. Voilà. Est-ce que Ok. c'est Toi plus clair? aujourd'hui, ouais, un peu plus. L'IA, tu finances, par exemple, tu financerais aucun sujet d'IA, c'est pas de la deep tech pour toi? Alors, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut tout à fait financer des sujets d'IA, mais il suffit pas d'avoir un SaaS avec un petit peu d'IA pour dire qu'on est dans la deep tech de mon point de vue. Et Ouais, il c'est faut tout pas à avoir. fait différent. Alors évidemment que l'IA, c'est de la deep tech. En tout cas, là, il y a bien sûr beaucoup de deep tech à faire dans l'IA. Mais c'est pas parce qu'on a une petite touche, un peu de ceci, un peu de cela, qu'on le met dedans que ça devient de la deep tech. Alors, attendez, moi, je suis pas non plus euh, Non, c'est tes critères. à la- à l'Académie française, et c'est pas moi qui définis ce qu'on met derrière le mot. C'est moi, je vous dis quel est le type d'entreprise qu'on va nous être considéré comme de la deep tech. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, on peut aussi financer des entreprises qui ne sont pas sur des innovations de rupture aussi fortes, mais il faut qu'elles apportent quelque chose qui remet en cause l'état de l'art quand même, euh, et qu'elles soient basées la plupart du temps sur la science. Alors, je vais donner une entreprise qu'on est en train de financer qui est peut-être, on peut être considéré comme le contre-exemple de ce que je viens de raconter. On est en train de Vas-y. financer Lium. Donc Lium fait des ballons, alors je vais dire dirigeables parce que ça paraît à tout le monde, mais en fait ils sont pas dirigeables, ils sont captifs. Donc, des ballons à hélium pour surveiller les sites sensibles. Donc là, il y a de l'innovation à la fois sur les enveloppes, sur le câble, sur la manière qu'on a de traiter l'information, sur la manière qu'on a de traiter les données, le temps réel, la manière dont on donne l'alerte, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une innovation qui peut servir dans ce use case-là, hein, qui est surveiller les sites sensibles contre les risques d'intrusion, demain mesurer les fuites de gaz
la volumétrie, et peut-être encore d'autres sujets comme les radiations dans les centrales nucléaires. Et en quoi c'est une deep tech et en quoi on la finance? C'est parce que au-delà de cet usage-là, la technologie, les assets, les brevets, le savoir-faire va permettre aussi demain d'aller sur encore d'autres usages comme la surveillance de départ de feu de forêt ou même la surveillance de baignade. Et c'est dans ce sens-là qu'on est sur une deep tech au sens que nous on l'entend, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, le savoir-faire fait partie des assets de l'entreprise qui permettent à la fois d'adresser un use case business qui est identifié au départ, mais aussi de s'étendre sur d'autres use cases. C'est peut-être ça la bonne définition. Ok, c'est un peu plus clair, je vois bien. Et du coup, moi, je me demande comment tu en es arrivé à monter un fonds qui n'investit que dans ces boîtes-là et en early. C'est quoi quand est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui a déclenché cette histoire? Parce que j'imagine généralement l'histoire, elle commence pas au moment où on a l'idée, elle commence Non. des fois bien avant. Alors, l'histoire, elle a commencé il y a, je suis en train de compter, il y a peut-être 17 ans. Ok, Il y a 17 ans, alors moi j'ai fait des études de physique fondamentale à Paris-Saclay. déjà on voit Euh, un premier truc. j'ai beaucoup joué au rugby sur le plateau de Saclay, Ok, quand il était encore un peu moins enfin il y a un peu moins de bâtiments qu'aujourd'hui. Euh, et puis après j'ai fait un petit peu autre chose puisque j'ai été instit en fait. ok. J'étais instit pendant 10 ans, c'est un métier que j'ai fait avec passion. C'est un peu surprenant et de faire ces études-là pour faire ce métier-là. Euh, Ce que je voulais dire, et c'est pas tellement sur cette partie-là de ma vie que je voulais revenir, c'est que en 2007, j'ai gagné le concours national d'aide à la création d'entreprises de technologie innovantes, Oseo en Var. C'est un peu l'ancêtre de BPI, c'est un peu l'ancêtre du concours iLab d'aujourd'hui. Remise des Ok. prix à la Sorbonne, etc. Sur un medical device, donc un appareil médical, qui permettait aux patients atteints de mucoviscidose d'améliorer l'expectoration, puisqu'il se basait sur la thixotropie du mucus bronchique. Je connais pas ces termes, Et mais je te fais confiance. pardon? Je connais pas du tout ces termes techniques médicaux, mais je te fais Alors les confiance. termes techniques, mais je vais en profiter juste. Donc la thixotropie, c'est une caractéristique d'un certain nombre de fluides, euh, de retrouver une viscosité différentes quand on les vibre. D'accord? Donc c'est un fluide. Ok. Il y a des fluides, quand vous les vibrez à une certaine fréquence, s'ils sont trop visqueux, ils deviennent normalement visqueux. S'ils sont pas assez visqueux, ils deviennent normalement visqueux. Voilà. Et donc on voit, c'est un peu étonnant, c'est vraiment basé sur une propriété physique, etc. Mais l'objectif final, il était effectivement d'aider à l'époque les patients atteints de mucoviscidose à se désencombrer correctement. Donc un usage médical très clair, très identifié. Moi, j'ai gagné ce concours. J'étais pas du tout l'inventeur de ce projet. C'est Patrick, si tu me vois, Patrick, je te salue, Deuxième. qui avait inventé, enfin trouvé cette caractéristique, qui avait fait un certain nombre de travail, qui avait déjà commencé des études cliniques, etc., des pré-études cliniques, on peut dire, et qui n'arrivait pas à ce moment-là à le mettre sur le marché parce que il trouvait pas globalement à se financer. Donc moi, j'étais concerné par ce sujet et j'ai décidé de participer avec lui à la mise, je dirais, à la mise en œuvre de cette solution si elle était bénéfique pour les patients. Bon, dans ce cadre-là, une motivation personnelle extrêmement forte. J'ai gagné ce concours. J'ai donc pu faire une étude de marché, me former. J'ai fait un master de management des PME à Liège Tours à ce moment-là. Et puis pendant 2 ans, on a essayé de développer ensemble ce projet. Euh, Au final, on a réussi à avoir des résultats assez intéressants chez les patients, mais pas au niveau de ce que nous on espérait. Et donc, on a Ok. publié les résultats et on a dit si ça intéresse quelqu'un, prenez la suite. L'histoire se Faites-en termine quelque chose de très plus. bien, je peux la raconter maintenant, et après je reviendrai sur la motivation profonde. C'est un projet qui a été repris, qui a été redéveloppé, sur lequel il y a eu une levée de fonds, et qui a été revendu, je crois qu'il y a un an à peu près, à une grande entreprise de matériel médical mondial, et qui effectivement sert aujourd'hui
chez un certain nombre de patients. Alors, assez peu de patients atteints de mucoviscidose, hein, puisque le sujet, c'est probablement qu'on est dans l'aire thérapeutique qui avait été choisie, on n'était peut-être pas tout à fait au bon endroit, mais des patients qui ont je dirais, des difficultés à expectorer, hein, donc d'autres maladies qui les empêchent d'expectorer. Voilà. Alors, Donc tu ça, c'était le vois, premier. je t'avais dit tout à l'heure, Arnaud, que quand tu posais une question, parfois je pouvais répondre de manière très longue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'en fait, ce qui a été très, très, très compliqué à trouver, c'est les tout premiers fonds propres pour faire la preuve de concept, l'émergence, que oui, il y avait quelque chose à aller creuser. Okay. Parce que Donc, ça coûte globalement, beaucoup d'argent. dans la recherche fondamentale, on trouvait de quoi se financer. Un peu plus tard dans le développement, on trouvait de quoi se financer. Mais dans ces tout premiers fonds propres, les 50, 100 000, 150 000, 200 000 euros premiers fonds propres, bah, où vous les avez, vous les trouvez autour de vous, ou vous les trouvez pas, et votre projet ne voit jamais le jour. C'était déjà le cas en 2007. On s'était nous mobilisés. Alors pour le coup, c'était aussi par là qu'on avait fait. Moi, j'ai mis un pied dans le non-profit à l'époque. Les tout premiers fonds propres avaient été difficiles à trouver. Pourquoi je parle des tout premiers fonds propres? Mais parce que ils servent à la fois d'argent et de capital nécessaire. Et quand on est dans la deep tech, on a besoin de faire des preuves de concept. On a besoin. Il y a des barrières à l'entrée à franchir techniques. On n'a pas d'argent forcément tout de suite. On n'a pas un revenu facile tout de suite. On ne peut pas faire du bootstrapping quand on fait de la deep tech. Après, je nuancerai ça peut-être un peu dans les questions. Et ces tout premiers fonds propres, ils font aussi un effet de levier sur l'ensemble de tous les leviers non dilutifs magnifiques et incroyables qu'on a en France. Je parle de BPI, mais aussi des banques, du CIR, de la jeune entreprise innovante, etc. Et donc ces tout premiers fonds propres manquaient déjà à l'époque. Et je vais après te raconter un peu la suite de mon parcours, mais je l'ai revu plusieurs fois, ça. Ok. Je l'ai revu plusieurs fois et je l'ai revécu, je dirais, peut-être 3 ans après cette aventure-là, sur le montage d'une biotech. Donc cette fois-ci, un médicament innovant contre des infections respiratoires. Un médicament incroyable, un médicament potentiel incroyable, dont j'espère qu'on reparlera un jour aussi. Et là, simplement, les volumes étaient un peu plus importants et je dirais, on a eu avec un peu plus d'expérience, aussi le besoin d'aller chercher le premier million cette fois-ci, qui a permis par la suite de lever à peu près 45 millions d'euros sur le développement de ce projet. Donc, Ça, c'était une boîte sur laquelle tu étais fondateur? j'étais cofondateur, ouais, tout à fait. Ok, Les deux d'accord. boîtes dont je t'ai parlé, j'étais cofondateur. Donc là, la deuxième, vous avez levé 1 million, puis 45. Alors, on a levé, en dilutif et non dilutif, il y a eu à peu près 45 millions d'euros de dépensés sur le projet. Hein, ouais, Ok. Et c'est une et boîte qui donc, existe encore? Tu pardon. l'as quittée? C'est une boîte qui existe encore? Tu l'as quittée? Ça a été ton premier C'est une exit? boîte qui n'existe plus, qui s'est arrêtée au milieu du Covid, sur laquelle c'était un petit peu compliqué de faire les essais cliniques chez les patients dans le domaine respi. Euh, c'est pas la seule raison hein, pour laquelle la boîte s'est arrêtée. Il y avait des enjeux réglementaires importants et il y avait aussi le fait que l'entreprise qui nous avait financé, une Middle Pharma suisse, le fondateur a simplement revendu son entreprise à Archimède, qui est un grand fonds Ah merde. d'investissement. Je dirais la partie New Molecule dont on faisait partie n'a pas été reprise à ce moment-là. Ok. Okay. Donc Donc c'est ça, une c'est. aventure. Donc tu vois finalement, si je reprends, j'ai beaucoup plus. Alors j'ai eu d'autres. Je vais pas te raconter tout mon sujet parce que je commence à avoir encore d'autres. Puis je regarde un peu pour tes questions pour tout à l'heure. Mais c'était une deuxième fois que j'ai vécu moi en cherchant à lever des fonds. Les tout premiers fonds propres ont été les plus difficiles à chercher. Voilà. Ouais. Et, Du coup, et depuis, j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises, notamment en consulting, sur les démarrages, notamment des deep tech, pas que, mais la plupart du temps des deep tech quand même. Et ces sujets des tout premiers fonds propres est un sujet qui est premier et central. Donc j'ai fini par me dire, en fait, on a en France un nombre incroyable d'ingénieurs, de scientifiques, qui soient du monde académique ou qui ont été du monde académique ou qui ont des idées qui sont justement un peu en dehors des sentiers battus. Euh, pour faire émerger ces technologies ou ces technologies de rupture, il y a besoin effectivement de faire des preuves de concept. Preuves de concept, c'est-à-dire, on pourrait parler de TRL, etc., mais ici de franchir les premières étapes qui sont plus importantes dans les deep tech. On a une espèce
barrière à l'entrée qui est plus haute. Hein. On verra aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir des barrières à l'entrée. Et l'idée, c'est de dire les tout premiers fonds propres font partie des sujets, c'est pas les seuls, mais font partie des sujets qui peuvent empêcher un certain nombre de projets très prometteurs d'émerger. Donc moi, je me suis dit, ok, en fait, il faut avoir, je dirais, cette vision-là et le courage d'aller financer les entreprises tôt dans leur développement, parce que ces tout premiers fonds propres font la différence juste après. Du coup, moi, ça me fait. Là, on voit bien ton CV. Je commence à interviewer. T'es pas le premier investisseur qu'on interviewe ici dans ce podcast, et je commence à avoir un peu un pattern de. Il faut que l'investisseur il se crée un CV sur sa verticale. Là, ton CV, voilà, il est tout mené. Tu as monté 2 boîtes dans la deep tech, c'est un sujet que tu connais bien. Tu as fait des études de physique fondamentale. Donc la physique fondamentale, c'est le côté noir de la force par rapport à la physique appliquée, quoi. C'est vraiment de la recherche pure. On sait même pas si c'est juste vraiment de la recherche. Donc et surtout, on voit du coup, tu as vécu ça. Tu as surtout vécu une boîte qui a quand même un peu grossi, levé 45 millions d'euros, surtout en France. Ça commence on a l'impression que ça devient banal. Moi, je pense pas. Je pense que c'est quand même. Je sais pas, tu vois combien il y a d'entrepreneurs en France qui peuvent dire qu'ils ont monté une boîte et qui ont participé à cette levée de fonds de 45 millions. Donc là, on voit ton CV et on comprend pourquoi tu étais la bonne personne pour monter un fonds comme ça sur ce sujet-là. Moi, la question que je me pose maintenant, parce que en t'écoutant, j'entends aussi qu'il y a un côté, et je suis d'accord avec toi totalement, il y a un côté qui t'importe beaucoup, c'est ce côté, ben, par manque de financement, malheureusement, la France ou le monde pourrait passer à côté d'innovations scientifiques, médicales, mais pas que, hein, mais surtout médicales, mais il y a plein d'autres sujets. Et juste parce que on pourrait louper des choses qui seraient bonnes pour l'humanité, juste parce que c'est compliqué de financer ces boîtes-là, parce que comme tu le dis, bah, compliqué à bootstrapper, compliqué d'avoir les premiers revenus, ça prend du temps. Est-ce que ça, et ça va suivre ma deuxième question, ça c'est quelque chose que tu as vendu à tes limited partners, ou c'est plus ou c'est plus un bonus que quelque chose qui regarde en termes d'impact que tu produis avec ton fonds? Alors, d'abord, tu viens de très bien défendre la thèse du fonds. Euh, Merci. je vais revenir sur deux, trois éléments importants. Quand on a un fonds d'investissement, même quand on sélectionne avec très grand soin l'ensemble des entreprises qui y rentrent, on sait que statistiquement, c'était ma physique statistique, c'était ma matière préférée, hein, que statistiquement, ben, il risque d'avoir parmi les participations un certain nombre d'entreprises qui malheureusement ne vont pas bien se terminer. Et ça, c'est vrai, quel que soit le fonds d'investissement, la verticale, etc. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas un très grand soin, et ça ne veut pas dire surtout qu'au moment où on sélectionne ces entreprises, on n'ait pas une conviction profonde qu'elles ont une chance forte de réussir. Okay. Mais on a effectivement statistiquement, il faut être lucide, malgré tous les efforts, malgré la qualité du choix, etc., elles ne vont pas toutes réussir. Là, je dirais, quand on est dans la deep tech, tout le monde l'assume pleinement encore. Je dirais, c'est plus facile pour les gens de se dire, OK, ben, on n'a pas encore franchi toutes les étapes, donc on n'est pas encore certain que ça marche. Par contre, on a un certain nombre d'éléments très forts pour vous dire, cette boîte-là, avec tel et tel et tel critère qu'on a regardé, elle a une chance plus importante que les autres de réussir, et surtout, ça vaut le coup qu'elle réussisse. Et le ça vaut le coup, on retrouve sur les deux sujets tout à l'heure, sur valeur et valeur, ça vaut le coup, en cas de succès, il y a un rendement qui est un rendement exponentiel, extrêmement important. Et ça vaut le coup en termes de valeur parce que ça va apporter quelque chose de positif au monde. Et globalement, évidemment qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent que de faire de la deep tech, mais quand on travaille sur la deep tech, on apporte des solutions à nos enjeux d'aujourd'hui et de demain, que ce soit sur le climat, sur la santé, sur la biodiversité, et même sur le vivre ensemble, hein, puisque nous, on est capable de financer des entreprises qui travaillent sur de la science sociale, de la science humaine. C'est des sciences aussi. Hein. Donc, évidemment que les LPs vont chercher du rendement, et c'est pour ça que c'est assumé pleinement, mais évidemment qu'ils vont avoir quelque chose qui dépasse ça. Et il peut y avoir des gens qui investissent chez nous en tant que LPs qui vont le faire d'abord pour autre chose et en deuxième pour le rendement. Okay, et certains qui disent, OK, j'ai compris, en intervenant très tôt, les fonds propres, si vous mettez 200 000 euros de fonds propres,
Avec les effets de levier, ça fait 200, ça fait 400, 600, peut-être jusqu'à 800, 1 million d'euros pour développer une boîte. Ben, j'ai un effet de levier dans mon capital. Ok, évidemment, il y a ça. Et puis de l'autre côté, et en plus, en cas de succès, ça va résoudre des problèmes d'aujourd'hui. Je vais reprendre, c'est un exemple magnifique, CXS Therapeutics, qui donc fait du repositionnement de médicaments. Le premier hit qu'ils ont, parce qu'on les a financés là maintenant, ils ont un hit déjà, c'est-à-dire ils ont un premier candidat médicament extrêmement prometteur, c'est sur la maladie de Parkinson. Alors Ok. imaginez que effectivement ce hit, ce candidat médicament puisse aller au bout. Ben, je pense que sans aucun doute, les 400 000 euros qui ont été investis au départ de CXS Therapeutics vont se multiplier par alors Ça, c'est sûr. incroyable, Bon, d'accord. ouais. Et puis on aura effectivement apporté quelque chose. Est-ce qu'on est sûr et certain que ça va fonctionner? Ben non. Ok. Est-ce qu'on a de fortes présomptions de penser que ça va être le cas? Oui. Est-ce que, avec le passé que j'ai été en mesure d'identifier tout ce qu'il y avait de, entre guillemets, facile dans du repositionnement de médicaments par rapport à un médicament innovant? Oui. Ok. Est-ce que dans d'autres circonstances, alors après je suis en train de basculer sur un autre sujet, mais je vais vous donner un peu le rebond juste après. Donc là, pour moi, on Mais a, alors, ça, pardon, comment tu le TLPs, tu vois? On en parlera après un peu plus de, tu vois, de qui ils sont, mais ça m'intéresse. Mais cette histoire, elle est géniale. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des parents ou grands-parents qui ont cette maladie de Parkinson. Elle est ultra connue, elle est dévastatrice. Donc potentiellement, si je réexplique en langage moldu, euh, la startup que tu finances utilise un médicament existant. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait avec, si elle le prend tel quel ou qu'elle le modifie un peu, peu importe. Mais en tout cas, un médicament déjà existant, donc déjà produit, pourrait traiter un peu, alors peut-être pas soigner, peu importe ce que ça fait, en tout cas aider sur cette maladie-là. Donc le sujet, il est génial. Parce qu'en plus, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est réutiliser des forces déjà en place. Et ça, tu me dis, au-delà le gain financier, ça c'est OK, on est d'accord. Le fait que ça va aider des millions de familles sur cette maladie-là, donc ça a une valeur avec un S, tu vois, ça apporte du bien à l'humanité. Comment tu le, comment tu le quantifies, comment tu le mesures, comment tu le donnes à tes LPs? Tu vois, oui. comment tu leur dis, en gros, votre argent, il a fait du bien, mais tu vois, c'est quoi cette échelle de bien? Est-ce que tu la Ouais. mesures et est-ce que ça fait partie de ton reporting, tu vois? Alors, aujourd'hui, non. Ok. Aujourd'hui, je ne mesure Ok. pas, et je vais te dire un peu pourquoi. Et demain, oui, on va le mesurer. Mais surtout, je dirais, si on prend les grands critères RSE, hein, tu sais, il y a toujours l'intentionnalité, l'additionnalité, la mesurabilité. Mm. L'intentionnalité, c'est qu'on ait l'intention d'apporter quelque chose de plus, hein, d'améliorer les choses. L'additionnalité, c'est de vérifier que effectivement c'est le cas, et la mesurabilité, bah, c'est ce qui valide en fait les deux éléments. Aujourd'hui, moi, le fonds valeureux, c'est un fonds que je lance en fait, en réalité. Donc, je ne peux pas aller sur tous les tableaux. Euh, j'ai dans l'idée, à terme, d'utiliser différents critères. Alors, je n'ai pas fait tout mon CV, mais j'ai aussi travaillé dans une entreprise à mission qui était Bicorp. Et donc, c'est des frameworks que je connais un petit peu. Le framework Bicorp est juste incroyable parce qu'il est en plus open source. On peut le suivre si on veut. Et si on souhaite, on se fait, comment dire, labelliser. C'est-à-dire qu'il y a un sujet Mm. externe qui vient vérifier que c'est le cas. Donc aujourd'hui, dans la notion de mesurabilité de cet impact positif, pour qu'il soit effectivement valorisable au sens premier du terme, bah, il faudrait rentrer dans des critères de mesure et de validation externe. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Demain, probablement. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas parce que ça demande du temps, ça demande effectivement de mettre en place ces grilles. Et moi, je suis dans une démarche sur laquelle je suis en train de démarrer ce fonds d'investissement et je ne peux pas mettre ces ressources-là là-dedans. Je ne souhaite pas le faire en termes je dirais en termes de priorité. Je vais d'abord réaliser des choses et ensuite on pourra effectivement mettre en place ces process. Mais je Ben, suis, on va. pardon? Vas-y, finis, tu es. Voilà. Et ensuite, je voudrais surtout pas tomber.
dans quelque chose qui fait que je me rajoute une grille de lecture qui est une grille rigide dès le départ et qui m'empêche de voir que l'IOM, par exemple, demain, c'est peut-être une techno qui va être utilisée pour les feux de forêt et pour la surveillance de baignade, ce qui est pas son usage premier là maintenant dans le use On est case qui est d'accord. choisi. Et ils ont bien fait d'utiliser ce use case puisque globalement aujourd'hui, ils ont déjà des clients, ils travaillent déjà avec Orano et GRDF. Et c'est probablement ce qui fait que demain, on utilisera peut-être leur techno pour empêcher les Carrément. départs de feu dans le sud de la France. Mais je suis d'accord avec toi de pas le mesurer. Je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui parce que ça induirait justement en erreur. Et c'est pour ça que je te posais la question parce que déjà même la complexité de mesurer ça. Mais par contre, ce qui me fascine, pour te faire un parallèle intéressant, d'avoir discuté avec des business angels et avec des gens qui ont créé des clubs de business angels aussi, tu vois. Et ce qui revient souvent pour un business angel, quand il investit son argent, tu vois, qu'il investit 2 000, 5 000, 10 000, 50 000 euros, des business, ça dépend de la taille de ce qu'il peut investir. Le côté rentabilité, il n'est pas premier. Souvent, c'est plus l'appétence au sujet, l'envie de participer à une aventure, d'aller, tu vois, soit c'est un sujet fort, soit c'est l'envie d'entreprendre à travers, etc. Tu vois, mais il y a un côté émotionnel, il y a un côté un peu, tu vois, aventure, un peu valeur, tu vois, un peu valeureux, tu vois. Et toi, dans ton cas, même si jamais, j'ai la lumière au-dessus de moi qui clignote, même si jamais tes investisseurs, ils sont venus te voir parce qu'il y avait un retour sur investissement, on va en parler juste après, les chiffres vont m'intéresser, combien tu as levé, avec qui, enfin, pas forcément les noms, mais combien tu as levé, quelle poche, combien tu as prévu de retour, etc., sur combien de temps. Je pense que je vais aller éteindre la lumière parce que ça va m'énerver. Mais du coup, je pense que ce critère dont tu parles là, de bien-être commun, de Creative for Good, tu vois, d'aller peut-être empêcher les feux de forêt, soigner la maladie de Parkinson, mais c'est ça qui a fait, tu vois, l'acte, à mon avis, d'investissement de tes LPs dans ton fonds. Et du coup, on revient finalement, les LPs, tu vois, je me demande des fois, est-ce que c'est pas des business angels avec juste énormément plus d'argent? Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense une chose, hein, c'est que les LPs, comme les business angels, comme tout un chacun de nous, bah, ce sont des êtres humains, sans aucun doute. Ensuite, ils exercent dans un cadre professionnel qui peut être un peu différent. Et donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et je dirais que probablement, enfin à la fin, il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent, je dirais, aussi à l'émotion, mais il faut qu'elle puisse être en cohérence avec un raisonnement rationnel. Et Quand je dis émotion, voilà. c'est dans ce sens-là que c'est très important que je mette pas en avant en premier euh, euh, cette motivation profonde qui est la mienne, et je suis une espèce d'idéaliste réaliste, et je suis les deux en même temps et je l'assume. Euh, Parce que si je mettais ça en premier, ça serait une forme de dire bon, ben, comme on vous donne de l'impact, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la rentabilité. Moi, je crois le contraire exact, en fait. Hein. Et pour être complet, c'est ce que je dis souvent, je dis c'est le boulot, le plus gros boulot des entrepreneurs à impact, c'est d'être rentable pour que l'argent aille sur des entreprises rentables hein, et à impact. Ok, parce que l'argent va aller naturellement, rationnellement sur les entreprises rentables. Le système est fait comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas le changer, je dis qu'il va mettre du temps à changer. Je pense qu'il y a une lame de fond extrêmement puissante qui fait que, évidemment, qu'on ne veut pas seulement de la rentabilité, évidemment qu'on n'investit pas seulement de l'argent pour de la rentabilité, mais qu'aujourd'hui, si on veut que les décisions rationnelles se fassent vers des entreprises aller à impact positif, eh ben, le boulot des entrepreneurs à impact positif et des gens qui les accompagnent, c'est d'être rentable au sens durable du terme, pas forcément de la rentabilité immédiate, hein, mais en tout cas d'être cashable, quoi, qu'on puisse effectivement avoir augmenté son patrimoine en investissement dans ces entreprises. Donc, Mais euh, je te pose de on va recevoir un invité bientôt là dans le podcast, il s'appelle Mathieu Henry, je le salue là. Et ouais, je te pose de ce qu'il disait au téléphone sur les fonds à impact, qu'un jour, des investisseurs de fonds à impact lui disaient, lui ça l'énervait un peu, il lui disait, on préfère investir dans un mec qui a moins d'impact, mais qui a plus de chances de succès et qui va toucher plus de personnes, qu'un mec qui a un impact énorme, mais qui fait
zéro marketing, zéro business et qui finalement va toucher très peu de monde. Parce qu'il disait l'objectif des fonds à impact, c'est pas d'avoir l'impact le plus grand, tu vois, en termes de capacité, c'est d'avoir l'impact le plus large en termes de personnes et de gens et de ce que ça peut faire, tu vois. Et du coup, je te rejoins totalement. Et ça pour moi, c'est un peu la fusion de l'écologie et du capitalisme, tu vois, les fonds à impact, je dirais. Oui, le sujet, c'est que, en fait, avoir beaucoup d'impact, ça veut dire avoir un business model rentable qui se déploie. Voilà, on peut le dire comme Est-ce que ça. c'est les règles? Est-ce que c'est les règles de notre monde capitaliste aujourd'hui? Aujourd'hui, C'était peut-être pas les règles il y a 2000 ans, c'était peut-être pas les règles, ça sera peut-être pas les règles dans 200 ans, mais aujourd'hui, ben, tu veux changer le monde, tu veux faire, il faut avoir un business model qui permette à ta solution, ce que tu apportes, justement, de se propager et d'impacter le plus de monde positivement possible, quoi. exactement. Mais on a le sujet, on pourrait reprendre ce sujet, c'est un sujet passionnant. On pourrait dire aussi que sur l'humain et sur la santé, ça serait mieux qu'il n'y ait pas de brevet, que ce soit ouvert à tous, etc. C'est pas aujourd'hui quelque chose qui permettrait aux études cliniques de se faire, en fait. En réalité, personne ne paierait pour les études cliniques, hein. D'ailleurs, j'ai plein d'exemples à vous donner de produits qui sont, je dirais, non brevetables et qui seraient pourtant très efficaces. Hein, voilà. Et c'est peut-être pas le débat Ça, aujourd'hui. c'est, ça, c'est un autre débat. Mais Si on rentre dedans, là, on n'a pas fini. Moi, j'aimerais bien qu'on non, c'est s'intéresse un pas le peu débat pour plus. aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est cette idée que euh, une bonne manière de changer le monde, c'est déjà de ramener les capitaux d'aujourd'hui vers des projets avec un impact plus positif. Voilà. Je suis d'accord. Bah, du coup, en parlant de capitaux, c'est le premier fonds que tu as monté. Donc, on sait que les fonds, ça fonctionne. Alors, bah, justement, combien tu as levé sur ce premier fonds-là et comment tu vas déployer, en combien de temps tu vas déployer cet argent et c'est quoi la taille des tickets que tu mets? Ok. Alors, Très chiffre. je vais te donner les différents éléments. Aujourd'hui, euh, le premier, donc on a la société de gestion s'appelle Valeureux. Notre premier fonds d'investissement vise à lever 2 millions d'euros. Ok. Donc c'est relativement Ok. modeste. Et tu vois, c'est relativement modeste par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici. Euh, on va mettre des tickets, le fonds entre 100 et 250 000 euros, et on va donc déployer entre 12 et 15 tickets à peu près sur une année. Et on se donne une année supplémentaire. Donc c'est relativement rapide. Euh, ça, c'est le premier fonds qu'on est en train de monter. L'idée, c'est évidemment de montrer que ça fonctionne et ensuite de lever un fonds un peu plus important l'année suivante et de continuer de cette façon. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 euros sous gestion. Donc c'est le début, mais on a déjà commencé à financer et on va continuer de le faire et on a une mécanique pour le faire qui fait que on n'a pas attendu d'avoir tout l'argent pour le déployer et on sait qu'au fur et à mesure des projets, on va aussi pouvoir mobiliser du monde autour des projets et c'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, ce qu'on fait aussi toujours en même temps, hein, en même temps que le fonds, puisqu'on fait des tickets entre 100 et 250, on fait souvent, toujours, je pense qu'on va le faire quasiment systématiquement, à côté du fonds, on monte une holding d'investissement, un SPV, qui permet à des gens qui voudraient investir spécifiquement sur ce projet-là, et pas forcément dans la logique de diversification d'un fonds, de le faire. Ce qui fait qu'au final, on va intervenir sur des tickets qui sont sur des deals qui peuvent être entre 200 et 800 000, 900 000 euros, sachant qu'il y a le fonds, la holding et éventuellement des co-investissements. Ok. Les gens qui investissent dans le fonds, là, Oui. aujourd'hui, c'est quoi quand est-ce que eux, ils vont gagner de l'argent? Alors, Ça, c'est ce que j'aime bien focus. l'horizon du fonds, c'est 5 à 7 ans. Hein, c'est pas une promesse, mais c'est un horizon avec une projection de rentabilité de 25% de TRI par an. Okay, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'on vise. On fera beaucoup plus, on fera au moins ça, j'espère. Et quand est-ce qu'il y a de l'argent, c'est ça ta question? Donc, il faut avoir, c'est une vision à 5 à 7 ans. Donc, on est constitué sous forme donc, ValueX, qui est qui est le premier fonds, est une société de capital risque. Et on peut rentrer avec des tickets qui sont plus bas que ce que vous imaginez. On a des gens qui rentrent chez nous avec 20 000 euros ou plus. Mais c'est beaucoup plus euh, accessible que ce qu'on imagine habituellement.
OK, c'est pas les fonds d'investissement qui lèvent, 50 millions et quelques avec des LPs à plusieurs millions. Toi, justement, parce que toi, ton objectif, c'est de faire le early. C'est ce deuxième fonds-là que tu vas monter, j'imagine que ce sera une enveloppe plus grosse et est-ce que c'est ce deuxième fonds que tu vas monter, il servira aussi pour, justement faire les tickets? Ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu follow up? Est-ce que tu investis sur les tours d'après? Alors, très clairement, c'est dans les objectifs. On fera du follow-up probablement avec les fonds suivants. Et aujourd'hui, tu as bien résumé les choses. C'est pas tout à fait les mêmes profils des LPs qui mettent plusieurs millions dans des fonds qui lèvent 50 millions, 100 millions, etc. On a aujourd'hui pas tout à fait les mêmes profils, mais on vise effectivement à avoir des profils de plus en plus qualifiés. OK. Et comment est-ce que, toi, du coup, tu gagnes de l'argent en tant que créateur de fonds d'investissement? Alors, il y a je dirais, il y a deux éléments intéressants. Il y a quelques management fees, hein. On a effectivement des frais. Alors aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'avoir des frais qui sont en dessous des frais du marché, parce que l'endroit où on gagnera de l'argent, c'est surtout sur le partage de la performance. Ok. Donc il y a un alignement complet entre les LPs, la performance donc pour les LPs, pour la société de gestion et pour les fondateurs. Hein. C'est-à-dire que globalement, nous, on gagnera de l'argent si les fondateurs deviennent riches et nos LPs aussi. Ça, c'est le sujet premier. Et puis, pendant ce temps-là, ben, on prend un peu sur nous, sur nos deniers propres. On n'est rémunéré pas grand-chose et on fait un peu de consulting à côté pour faire bouillir la marmite. Voilà, très concrètement. OK. Je vais conclure avec 2 questions et après je te laisserai poser un coup de gueule. J'aime bien quand les gens au micro là, ils posent un coup de gueule et comme ça je te laisse y réfléchir un petit peu, quelque chose qui te saoule dans le monde de l'investissement en France ou dans le monde aujourd'hui. Et pour finir avec les 2 questions, c'était combien de temps entre la première rencontre que tu as avec un investisseur et le moment où tu mets l'argent dans sa boîte? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 6 mois? Et la deuxième question, c'est tous les gens qui nous écoutent là, qui sont peut-être en train de monter une startup deep tech, en train de lever des fonds, ou qui connaissent des gens qui sont en train de lever des fonds, comment est-ce qu'ils te contactent? C'est quoi les réseaux préférés pour te contacter, rentrer en contact avec toi? Est-ce que c'est plutôt en direct, tu envoies un mail sur LinkedIn, ou est-ce que tu préfères les gens qui se font introduire, c'est-à-dire Ok, qu'il y a quelqu'un qui se font présenter? ok. Alors, je peux répondre déjà à cette question. Nous, on préfère le direct. On n'est pas fermé à d'autres manières, mais le direct, c'est une bonne façon. Donc, vous allez sur LinkedIn, il y a le fond valeureux, vous pouvez écrire directement. Vous pouvez aller sur mon profil, m'écrire directement. Si vous cliquez, je dois avoir un lien et je pense qu'il y a effectivement directement un Linktree avec, vous avez un deck à proposer, donc vous le remplissez à ce moment-là et vous n'hésitez pas à relancer. Donc ça, je dirais le direct, c'est parfait. Si vous venez par ailleurs, ça marche aussi. Mais c'est une de nos caractéristiques, c'est qu'on regarde les dossiers, même quand ils sont, ça va un peu dans la logique que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont avoir tout ce qu'il faut, le bon réseau, euh, qui viennent du bon labo académique, qui ont bien qui ont toutes ces cases-là. Ceux-là, en général, hein, ils arrivent à se faire financer. Là où on passe à côté de pépites, c'est souvent les gens qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc, allez-y en direct, contactez, essayez de regarder quand même si ce que vous faites correspond un petit peu à ce qu'on finance. Si c'est pas le cas, on vous le dira, on pourra vous mettre dans d'autres mains. Si vous êtes complètement à l'ouest, on vous dira que vous êtes complètement à l'ouest et ça peut arriver. Mais voilà, ça donc je dirais la version directe, ça c'est la plus simple. Ensuite le temps, euh, c'est la décision peut se prendre relativement vite, mais il y a quand même tout le travail sur les due diligence et puis d'avoir un peu de temps. Moi, le meilleur conseil que je donnerais, c'est de prendre contact avant d'être en levée de fonds. Hein, et c'est quelque chose que vous devez souvent avoir comme conseil parce que dans le temps de la relation, il y a quelque chose qui permet de commencer à engranger de la confiance, qui fait qu'au moment où on a besoin de passer à l'action, ça va beaucoup plus vite. Donc globalement, il faut quand même compter. Allez, c'est quand même plus raisonnable de penser que c'est 3 mois et plus pour se faire financer, même en early stage. Voilà. Ok. Ok. J'en profite avant de pousser un coup de gueule parce que je suis en train de réfléchir sur le coup de gueule. Vous n'hésitez pas à nous contacter en direct aussi si vous avez envie de faire quelque chose d'utile et de rentable de votre argent. Euh, je, je réponds régulièrement aux questions. On fait un live, je ne sais pas si ce sera publié, tu me diras Arnaud, mais on fait un live ce vendredi 26 à 13h.
sur lequel on répond à toutes les questions. Il y a des Non, moi, curieux qui viennent, mais il y a aussi des gens intéressés. Donc c'est bienvenu à tous les curieux, aux gens qui veulent challenger, c'est intéressant aussi, et aux gens qui ont effectivement un petit peu d'argent à placer. C'est plutôt sur la partie dynamique hein, de votre patrimoine, hein, donc de l'argent sur lequel vous voulez faire de la performance et qui est un élément raisonnable de votre patrimoine. On conseille de ne pas dépasser 10% hein, en général. C'est compatible sur le réemploi. Enfin, il y a beaucoup d'avantages effectivement à rentrer par le fonds. Je vous expliquerai pourquoi c'est encore beaucoup plus rentable de passer par le fonds avec la notion de diversification notamment, d'intelligence collective aussi, puisqu'on fait beaucoup intervenir nos LPs. On peut les appeler investisseurs, LPs. Il y a des gens qui ont des profils BA, il y a des gens qui ont des profils un petit peu plus discrets, il y a des gens qui nous confient leur argent sans vraiment vouloir s'en occuper, qui disent ok, on vous fait confiance, et d'autres qui ont envie d'intervenir et d'apprendre. Il y a un petit peu tous ces profils-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Et là, c'est pareil, vous pouvez prendre contact en direct, on vous répond. Et du coup, c'est quoi ton coup de gueule sur qu'est-ce qui t'énerve en ce moment dans le monde de l'investissement en général? Qu'est-ce qui m'énerve Et pas assez de fonds d'investissement comme le tien? Ah moi, je pense qu'effectivement, ce qui m'énerve de manière globale, c'est qu'on a un peu perdu le sens du mot capital risque, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Je veux dire, l'idée, c'est quand on fait du capital risque, c'est qu'on a un rewards important parce qu'on a pris des risques, au sens où on a assumé que ce à quoi on allait s'occuper de quelque chose qui n'était pas garanti d'avance. Ok. Et c'est ce qui fait qu'on peut effectivement être un peu plus audacieux et puis financer autre chose que des modèles qui semblent, hein, et je veux dire qui semblent exprès être facilement compréhensibles, euh, facilement reproductibles, etc. Voilà. Donc je sais pas si c'est un coup de gueule, mais je pense que c'est bien qu'on revienne à l'essence même du mot capital risque, qui est effectivement on apporte du capital, on prend un risque avec les gens qui s'engagent, donc les fondateurs, les gens qui nous accompagnent aussi. Je crois que c'est important que l'accompagnement au-delà du fond, hein, nous, on n'a pas d'operating partners en tant que tel, mais on pense que c'est très important que les entreprises se fassent accompagner, récupèrent, conservent leur fougue, mais aillent voir aussi l'expérience existante. On gagne beaucoup de temps. Donc, voilà, que simplement, par définition, l'avenir est difficilement prévisible, mais il faut essayer de le rendre un peu meilleur, et pour ça, il faut prendre quelques risques. Voilà, c'est le terme capital risque, et je pense que on a mis beaucoup d'argent sur des modèles qui étaient relativement standards ces dernières années, avec le succès que l'on sait ou que l'on ne sait pas. Il y a eu des succès, mais il y a aussi beaucoup d'échecs, on n'en parle pas beaucoup. Et on a été beaucoup dans l'illusion que les modèles SaaS sont facilement compréhensibles et que tout le monde gagne beaucoup d'argent avec. En fait, c'est pas vrai. Donc, quitte à prendre du risque, autant prendre du risque sur des enjeux qui peuvent améliorer le monde dans son ensemble. J'aime bien, j'aime bien ce coup de gueule. Je laisserai du coup tous les gens qui nous écoutent réagir. Merci beaucoup Philippe pour tous ces insights et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez la moindre question à poser à Philippe, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou potentiellement pour être un des investisseurs LPs de son fonds, vous pouvez les poser en commentaire, le contacter en direct sur YouTube, sur LinkedIn, partout où vous voyez cet épisode. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des choses que j'ai pas demandé à Philippe que vous avez envie de savoir, eh ben, posez-les en commentaire ou venez sur son live. Normalement, l'épisode sera publié ce mercredi, donc les gens ils le Super. verront avant. C'est parfait. Je te remercie encore, Philippe. Oui, merci beaucoup Arnaud de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et d'échanger avec toi, et au plaisir de continuer la discussion dans ce podcast ou dans d'autres moments. Et puis je crois que tu avais reçu Guilain hein, déjà, Ouais, et voilà, et je suis ravi que tu aies Mathieu aussi bientôt, que je connais par ailleurs. À bientôt. génial. Parfait. Merci à tous, merci à toi. Ciao tout le monde. Salut.